Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour les lectures holistiques de Brigandine sur le livre du Compagnon. Donc après avoir fait un épisode où j'ai été un poil dur avec Brigandine quand même, mais c'est vrai que j'aurais pu résumer Brigandine à le jeu il est bien, le jeu il est cool. Parce que j'hésitais à dire complètement que le jeu est bien parce que le jeu il est avare. Eh ben, figurez-vous que je me suis un petit peu renseigné sur la seconde édition et apparemment un univers va vraiment être fourni pour la seconde édition. Donc il y a certaines mécaniques qui vont arriver, certaines modifications, certains assouplissements aussi. Donc comme quoi, ben, je pense que James Standard était probablement très lucide sur les faiblesses de son jeu, surtout après les avoir sûrement joué et playtesté. Donc on va continuer avec le livre du Compagnon, un livre qui est selon moi incontournable dans la gamme, pour la simple et bonne raison que pour ceux qui trouvaient que ou qui ont déjà le jeu et qui trouvent que les règles sont compliquées, le livre du Compagnon assouplit certaines règles. Pour moi, j'ai pas eu de problème, donc pour l'assouplissement, j'en ai pas eu trop usage. L'ajout de nouveaux sorts en plus de la mécanique de familier, mécanique de familier qui n'est pas, je pense que je vais le dire tout le temps, mais ce n'est pas une comparaison, c'est vraiment que ça se voit. Donc j'ai les références, donc je les amène. Donc c'est vraiment le système de familier. On fait beaucoup penser au système de familier de l'extension de magie. J'ai oublié comment ça s'appelle, le livre relié à Warhammer première édition concernant la magie. Ben, du coup, ça fait beaucoup penser à ce système de familier-là, mais en beaucoup plus simplifié et heureusement. En plus de cela, ça va rajouter certains peuples qui sont encore connus de l'horizon de la fantasy, mais de toutes les façons, les choses qui vont être rajoutées, même si ça tient en plus ou moins le même nombre de pages que le livre de base, ben on va plutôt avoir une actualisation de certaines choses, des ajouts certains, et voilà. Donc, recommandation, est-ce que je le recommande, est-ce que je le recommande pas? Bon, j'ai déjà dit que je le recommandais, donc on va passer directement à la partie où je vais parler un petit peu des détails. Donc il y a des maîtrises d'armes, il y a les mutations, les folies et les dérangements. D'ailleurs, quand j'ai entendu folies et dérangements, ça m'a rappelé encore une fois Warhammer. Donc je pense que l'inspiration, elle est sûrement clairement assumée, hein. Donc voilà, ensuite des traits, des autres traits de caractère avec une centralisation des archétypes, puisque les archétypes qui sont un petit peu les alignements, c'est la représentation de l'allégorie animale sous forme figurée en fait, qui te permet en fait de déterminer c'est quoi les forces et les faiblesses, les qualités, les défauts, les vices ou les vertus de votre personnage. Ben on vous explique comment créer un nouvel archétype. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même bienvenu. Et aussi il y a une centralisation puisque on rappelle les qualités et les défauts de chaque trait chaque trait de caractère de chaque archétype, de chaque alignement. Donc du coup on réactualise. Pour ceux qui jouent par exemple en numérique comme moi et vous vous dites ouais mais j'aurais aimé que les alignements soient centralisés, bah, du coup c'est fait. Et je pense que c'est quand même une bonne manœuvre de l'avoir fait, parce que jongler d'un livre à l'autre, ça serait chiant. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, de nouvelles carrières, comment en créer une. Donc, moi, je vais redire ce que j'ai dit pour les carrières, hein, c'est-à-dire que je pourrais dire que c'est. Je vais encore, puisque je suis obligé, parler de Warhammer en disant que même si c'est un univers de dark fantasy qui n'est pas fourni, ça aurait été bien qu'ils expliquent c'est quoi tel ou tel métier et quelle serait la place vraisemblable, à partir de certaines idées convergentes, de la place de ces métiers-là dans la dark fantasy. Et on retrouve évidemment des choses qu'on a déjà vues dans Warhammer, avec de petites choses inédites quand même. Et aussi pas mal d'autres éléments, donc on se retrouve avec vraiment des propositions de classe qui sont en plus, qui sont bienvenues, mais le manque d'identité au niveau de ça est malheureusement le point qui va faire défaut. Ensuite, les nouveaux peuples. Bon, les nouveaux peuples, vous les connaissez dans d'autres univers, mais on va en parler quand même. Les demi-elfes, les demi-ogres, les elfes noirs. Alors, elfes noirs, ils ont pris deux images de la pop culture
des elfes noirs et ils les ont combinés en une seule, si on peut appeler ça comme ça, puisque voilà, il y a les Mélibonéens, voilà, le cycle d'Elric, vous-même vous connaissez, et aussi les Draux, voilà. Donc, après, peut-être que les gens vont dire, ouais, mais les Mélibonéens, c'est pas des elfes noirs. Quand tu regardes par exemple l'inspiration de Warhammer en 40 000, les Mélibonéens sont l'inspiration des elfes noirs. Et beaucoup d'elfes noirs dans la pop culture sont soit inspirés des Draux, soit inspirés des Mélibonéens. Donc les Mélibonéens, je les assimile à elfes noirs. Voilà. La seule exception que j'ai vue et que j'ai trouvé cool, c'est les Docalfar dans l'univers de Kingdom of Amalur, The Reckoning ou The Re-Reckoning pour ceux qui ont le remake. Voilà, où en fait on reprend cette idée des elfes dans la culture germanique, nordique, tout ça, où il y a c'est des elfes de lumière et des elfes de l'ombre, des elfes du jour, des elfes de la nuit. Voilà, des elfes qui sont radiants de par leur présence et d'autres qui sont discrets et qui ne sont pas donc statués comme maléfiques. Voilà. Hein. Donc au niveau des propriétés, on explique aussi comment créer une espèce, ce que je trouve très intéressant. Malheureusement, ce que je vais te dire est un truc, c'est une faiblesse entre guillemets de certains systèmes décents de ce genre. C'est-à-dire que quand tu fais un système avec un équilibre parfait entre la somme dépensée pour les points de caractéristiques, ben, quand tu vas venir à rajouter une plus-value, ben, le nombre de plus-values que tu vas devoir mettre est plutôt limité. Je le sais en connaissance de cause, j'utilise un système décent et justement c'est heurté à ces problèmes-là que j'ai eu un horizon de possibilités au travers de quand même 10 années de réflexion, hein, quand même. Hein, voilà. Ensuite, de nouvelles règles pour la course-poursuite, la vie en cité lors de la guerre, donc les combats sections, les combats de bataillon, avec aussi j'avais vu certaines règles qui en fait met pas tellement place, c'est pas un jeu où tu vas venir systématiquement lancer des dés pour tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui aiment que les lancers de dés soient modérés ou qu'ils soient facilités. Ben, il y a quand même un équilibre assez parfait, il y a un numéro d'équilibriste et de funambule dans ce livre, et je trouve que les combats sexuels et les combats de bataillon laissent une part belle à la narration, c'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait tu ne vas pas lancer des jets comme tu as l'habitude de le faire, et en fonction de ce que toi tu as fait, par exemple, ou quand tu as laissé ton bataillon gérer un petit peu pendant que toi tu te chargeais de choses les plus importantes, ben, ça va venir déterminer la suite de la bataille. Et donc du coup ça peut être très intéressant à voir, comme par exemple des joueurs qui peuvent avoir battu par exemple des adversaires parce qu'il fallait qu'ils se rassemblent, mais que leur bataillon échoue et donc du coup qu'ils sont sur une pente glissante et ils sont peut-être sur le point de perdre la guerre. Ce genre de mécanique, je trouve ça plutôt bien. Ensuite, il y a la vie en cité. Donc ça, c'est pour les gens qui jouent, par exemple, des personnages qui sont entre deux aventures ou des campagnes qui se passent à l'intérieur même d'une cité. Moi, je pense automatiquement à RuneQuest ou à Warhammer dans ce cas de figure, puisque ces deux jeux-là te permettent de jouer non pas le guerrier, des classes héroïques, hein, comme on le dit souvent, comme je le dis souvent concernant les Dungeonverse. Donc, ça peut permettre en fait de mettre en valeur des classes qui sont en fait des chemins que les personnages vont emprunter, et du coup le mettre en valeur pour que ça ait certains atouts et que ça n'ait pas l'air d'être anecdotique ou secondaire comme les jeux de type Dungeonverse système D20. Donc ça c'est très très bien. Ensuite il y a la règle des courses poursuites. Les courses poursuites dans les jeux ça passe ou ça casse. Bon là je pense que je dirais que c'est un jeu qui est quand même fait pour présenter une certaine difficulté et aussi on part du principe que votre personnage est quelqu'un comme un autre, et ça veut rien dire en général, mais dans les systèmes d'essence ça veut dire que tu as autant d'importance que les gens qui y a en face de toi. Alors oui, le meneur de jeu peut te dire oui, vous êtes les protagonistes de votre propre histoire, mais bon, dans le jeu de rôle, c'est quand même une expression qui perd un peu de sa superbe. Ce que je veux dire par là, c'est que les adversaires que tu as en face sont jamais que des mortels, et toi aussi. C'est d'ailleurs pour ça que les systèmes décents, en général, ben, c'est très facile de faire de l'équilibrage, juste en regardant les performances
tes personnages. Voilà. Donc la course-poursuite te donne un net avantage et aussi les règles de fuite. C'est quelque chose qui peut vous précipiter dans les abîmes de la mort. Donc voilà, les familiers, il y a quand même eu un respect en fonction de la figuration des familiers qui faisaient une apparence correspondant à une école de magie, pas forcément les archétypes que vous avez vus dans le jeu, mais il y a quand même certaines choses qui reviennent, et comme j'aime bien comment la structure des magies sont bien équilibrées dans le jeu, ben ça se ressent, on sent quand même que c'est assez lisse. Il y a une espèce de... On aurait dit que les fondations ont été bien faites à la base, et puis après il a juste suffi d'empiler ce qu'il y avait empilé, c'est bon. Ensuite, concernant les règles de meneur de jeu, bon, apparemment il y a des règles allégées. Et bon, moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir allégé les règles s'ils trouvaient que c'était compliqué. Moi j'ai pas trouvé spécifiquement que c'était compliqué. Mais on ne sait jamais, hein, parce que voilà. Moi j'ai bien entendu une fois quelqu'un me dire le W système était crunchy. Donc à partir de là, je ne peux plus être surpris. Et ensuite des variations de style. Alors je crois que les variations de style, un des trucs qui m'a retenu mon attention, justement j'ai les yeux dessus, c'est les points de vie et les points de vaillance, c'est-à-dire il y a une différence entre... C'est un problème qu'on voit dans tous les jeux d'action-aventure, de jeux de rôle, qui est des points de vie ou non, c'est qu'en fait, les joueurs sont dans une logique de no retreat, no surrender, c'est-à-dire qu'ils se doivent de gagner, et du coup, en fait, le système de vaillance, ça te permet de savoir si tu as gagné une victoire ou tu as échoué. Donc là, on parle même pas de gagner ou perdre, on parle de victoire ou de défaite. Si tu arrives, par exemple, si vous vous battez contre des bandits et votre vaillance tombe à 0, vous êtes considéré comme vaincu, c'est une défaite. Et donc du coup, ben, les choses vont pouvoir s'empiler par rapport à certains scénarios. D'ailleurs, ce genre de mécanique-là aurait été, ça serait plutôt salutaire aussi pour certains jeux, notamment les jeux de super-héros, parce que bon, dire à quelqu'un, bon, oui, bon, ton personnage a été assommé alors que le guide est surpuissant. Ouais, mais pourquoi j'ai été assommé? Mais j'ai une immunité à ça. Parce que le problème des jeux de super-héros, c'est que tu peux empiler des tas d'immunités, de résistance. Et puis tu dis, c'est le scénario, c'est décevant. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ah ben, ce jeu, il a décidé de mettre un système de vaillance que je trouve très très bien. Voilà, et ben finalement, ben... Il y a d'autres règles, on vous montre aussi comment nuancer les échecs, tout ça. C'était déjà explicité dans le livre de base, mais revenir là-dessus, pourquoi pas. C'est ce que j'aime bien avec le livre du compagnon, c'est qu'en même temps, tu as des nouveaux trucs qui arrivent, et donc du coup c'est bien de les consulter, mais en même temps, vous avez aussi le fait que vous allez devoir... comment dire ça? Vous allez devoir jeter un œil sur... les modifications concernant vos personnages. Seul bémol, et je pense qu'on peut parler même de l'écran du meneur de jeu au passage, c'est que entre le fait que vous ayez le livre de base, puis l'autre livre qui compense, qui centralise peut-être les archétypes et qui aussi centralise certaines idées de certaines classes, archétypes, voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là. Malheureusement, pourquoi je décide de parler maintenant de l'écran de meneur de jeu? C'était pas prévu, je l'avais fait dans une prise précédente, mais pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant, c'est parce qu'en fait, l'écran du meneur de jeu, malheureusement, ne prend pas en compte les ajouts faits. Probablement que l'écran de meneur de jeu, quand ça arrive, ce genre de choses-là, c'est que soit les espèces qui sont rajoutées, ou les classes qui sont rajoutées, là c'est plus les espèces, puisque dans les systèmes d'essence, c'est l'espèce qui va déterminer le gros des caractéristiques, et les valeurs de la classe vont être additionnelles, ben, quand tu vois que les espèces qui sont présentées dans le livre de base sont centraux, ben, c'est eux que tu vois apparaître sur l'écran de meneur de jeu. Alors qu'en fait, les autres ne figurent pas. Voilà. Donc, ben, conclusion, ben, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense que c'est un livre qui compense énormément de choses que ça est, voilà. Mais je vais quand même faire une petite remarque qui ne va pas peser sur mon avis sur le jeu, puisque mon avis sur le jeu, vous l'avez déjà. Pour moi, c'est une gamme qui est très petite, et qui dit gamme très petite, dit que vous pouvez aller tout prendre et puis
vous êtes tranquille. Voilà, au lieu d'acheter un jeu qui est très très populaire à 45 euros, voilà, ou bien 30 euros en PDF, eh ben vous vous faites pas chier, vous prenez un truc où en fait pour 45 euros, vous avez peut-être l'intégralité de la gamme. Voilà, hein, alternative, tout ça. Vous voyez à qui je m'adresse, hein, je pique un petit peu, voilà. Mais la vérité, c'est que on voit qu'il y a un petit peu ce côté c'est une remarque que j'ai à faire, c'est que les jeux récents, quand je dis les jeux récents, c'est à partir de 2010 et au-dessus, beaucoup de jeux récents, beaucoup de gammes récentes, je vais pas dire mainstream ou non, parce que je pense que ça doit se retrouver partout. Il y a cette affaire de faire des livres, des livres de base beaucoup plus petits, voilà, et puis ensuite de faire venir après avec un livre, le livre du compagnon. Je crois que c'est le livre du compagnon qui m'a le moins agacé, parce qu'il est généreux dans ses apports, et aussi pense aux gens qui ont peut-être déjà arpenté le livre de base suffisamment pour qu'en fait il y ait une continuité. Ce que j'aime bien avec ce livre du compagnon, c'est qu'il y a de la continuité dans la pédagogie. Tous les livres du compagnon ne l'ont pas. Mais en sachant que le livre de base fait 100 et quelques pages et que le livre du compagnon fait aussi 100 et quelques pages, est-ce que ça aurait pas été mieux de compiler les deux? Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple je m'étais fait une réflexion, je fais une petite parenthèse là-dessus pour conclure, mais c'est pour ça que je m'étais fait une petite réflexion du genre ouais, mais je trouve que True20 est plus complet que les gammes des systèmes Edge récents. Ah ben ouais, mais c'est évident parce que la méthodologie n'est pas la même. En 200 et quelques pages, on te résume True20 en prenant en compte le livre du compagnon intégré et le livre du compagnon de True20. Le but n'est pas de rajouter des règles, mais plutôt de permettre de construire des rôles et du setting. C'est-à-dire que l'intérêt du livre du compagnon, c'est pas rajouter seulement des trucs optionnels, c'est élargir la pédagogie. Donc il y a des livres du compagnon qui échappent à la règle, vous l'avez vu. Ah ben là, on est sur un très très bon exemple du livre du compagnon qui, selon moi, est déjà moins vecteur de frustration. Dans ce cas, je vais vous laisser et je vais vous dire à la prochaine fois pour une autre vidéo. Je vais essayer de sortir les vidéos autour de Brigandine le plus vite possible puisque on est au mois de juin. Vous savez qu'est-ce qu'il y a au mois de juin, voilà. Hein. Mais je vais aussi ça va me permettre aussi de pouvoir parler de Blue Rose au passage. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.